Nous allons tout de suite rentrer dans le vif du sujet avec le premier webinaire qui nous est présenté par Salim Benmil du Maroc, qui est directeur général des Geodata Maroc et qui va nous parler de l'apport de la 3D dans la connaissance et la valorisation de la propriété de la personne publique, la solution géospatiale pour la valorisation de la corniche de Casablanca. Donc, Salim, je vous laisse la parole. Eh bien, écoutez, je vous remercie. Je ne sais pas si vous m'entendez. C'est parfait. Super. Merci Jean-François. J'attendrai juste, effectivement, voilà. Très bien, parfait, on commence. Bonjour à tous, je me présente, je suis Salim Benli, ingénieur géomètre topographe, diplômé de l'ESGT, promotion 95, et de l'ENSG en 96. Après quelques années d'exercice professionnel en France, j'ai rejoint le cabinet familial au Maroc et j'y suis depuis 20 ans. Et oui, ça passe très vite, les amis. En tout cas, j'ai l'immense plaisir de vous parler d'un projet important, celui de l'aménagement de la corniche de Casablanca et l'apport des solutions géospatiales pour sa réalisation. Donc, on va parler du contexte du projet. Florian, si tu permets. Donc, effectivement, c'est un projet royal qui a été lancé par Sa Majesté le roi Mohamed VI. Le maître d'ouvrage était Casa Aménagement, c'est une SDL, donc une société de développement local, délégataire du service public pour l'aménagement de Casablanca. Elle a lancé un concours international pour l'aménagement de la nouvelle promenade maritime de la mosquée Hassan II et la revitalisation de la corniche d'Ain Diep de Casablanca. Ça totalise à peu près 5,5 km au long du littoral et sur une superficie globale de 367 000 m². Le projet a été gagné en groupant entre notre firme Geodata pour la partie engineering et LeMay Canada, qui est une des plus grandes firmes d'architecture et d'architecture du paysage au Canada. Donc, on passe à la prochaine slide. Je vais présenter seulement donc, la première partie du projet, qui est sur qui avait comme objectif d'aménager la première séquence de 1,5 km, environ 13 hectares, exploiter le large potentiel d'aménagement et de l'attractivité existante pour créer un parc public ouvert, aménager un baladoir large et dégagé en bordure d'océan jusqu'à la pointe d'El Hank, qui est le phare de Casablanca. Offrir un fonctionnement amélioré, équilibré entre boulevard, stationnement, baladoir, accessibilité, valoriser l'attractivité touristique et aussi projeter une vision de l'aménagement sur les deux directions de la corniche. Alors, juste un peu de philosophie en 3 secondes. L'approche proposée devait, si vous voulez, être axée sur 3 axes. Le premier, c'est l'équilibre. Bon, équilibré entre préserver et développer, équilibré entre fluidité des mouvements et échanges sociaux, équilibré entre ville et nature. Le deuxième axe, c'était la résilience, donc face aux défis réels et imminents des changements climatiques et envers les attentes élevées d'une société moderne, jeune, dynamique et émergente à Casablanca, le tout par une sauvegarde, une consolidation de nos patrimoines naturels pour les prochaines générations. L'appropriation, effectivement, vous allez le comprendre tout à l'heure quand on va montrer l'état des lieux au départ. Le lieu du projet est empreint de signification pour les Casablancais. Il faut un projet identitaire et rassembleur qui suscitera la fierté citoyenne. On passe donc au slide suivant. Donc, les enjeux majeurs, donc vous pouvez le voir donc ici, on avait des contraintes importantes.
l'érosion progressive du littoral, nombreux obstacles à la fluidité et aux vues. Je parle des niveaux Z et des différents niveaux Z à réconcilier dans l'aménagement, l'hétérogénéité des conditions existantes, enclavement et accessibilité difficile, et un manque d'identité forte et rassembleuse sur cette partie-là. Donc, on continue avec des constats, d'autres constats d'analyse et en même temps des obstacles et des contraintes majeures dans le projet. Donc, comme vous pouvez le voir en bas à gauche, sur la partie à aménager, un ruissellement des eaux pluviales. Il y avait aussi de la gestion des eaux grises et nappes phréatiques qui partaient vers la mer, une station de pré-traitement existante et qu'on ne pouvait pas changer, et une importante contrainte, c'est le mur anti-houle que vous voyez aussi ici. C'est un mur qui a été construit au début du siècle dernier, et comme le rappelait très bien tout à l'heure Jean-François, pour des raisons aussi bien politiques que techniques que juridiques, on ne pouvait pas y toucher. Parce qu'il dépendait d'une autre entité juridique délégataire du service public, et en même temps, pour pouvoir assurer sa stabilité, on a pris le choix, si vous voulez, de ne pas le toucher. Donc, on passe à la slide suivante. Très, très bien. Alors, il fallait bien prendre à l'avance des stratégies d'aménagement. Donc, vu l'importance des détails, le choix de la lasergrammétrie et de la photogrammétrie par drone comme base de la capture de la réalité 3D et pour le suivi des travaux. Donc, l'adoption du BIM et du BIM Infra comme outil de conception et plateforme d'échange. La prise en charge des contraintes projet, donc le mur anti-houle, la visibilité de l'eau pour les automobilistes. C'est très important. Donc, c'était une contrainte du projet, c'est-à-dire que les gens, à la fin du projet, en passant en voiture, on ne pouvait pas leur cacher la vue sur mer. Et là, les axonométries à respecter pour un équilibre avec les boulevards existants. Et donc, une approche d'aménagement systémique et modulaire, la valorisation des actifs existants et aussi la promotion des aménagements naturels et écologiques. Ce sont un peu l'ensemble des stratégies d'aménagement qui ont été choisies par le groupement. Et donc, on rentre un peu plus en détail, vu les étapes du projet. Alors, comme vous pouvez le voir, donc déjà en phase de conception, étant donné ce qui a été expliqué précédemment, l'acquisition de la réalité 3D était plus que nécessaire, à la fois à des fins de facilitation de la conception et aussi pour optimiser les coûts et les quantitatifs. Une des contraintes majeures, donc c'était encore une fois le mur anti-houle, et donc on a choisi de remblayer tout le terrain à partir du trottoir, tout en garantissant la vue sur mer pour automobilistes. Donc le relevé, comme on pourra le voir sur la slide prochaine, le relevé 3D a facilité la conception d'une maquette. Voilà, oui, c'est vrai, effectivement. Donc là, je reviens sur cette partie de mur qui est importante. Vous voyez un peu l'importance du mur ici. Et sur la coupe, vous voyez comment on est venu concevoir un mur de soutènement afin justement de ne pas toucher le mur et donc ne pas toucher la stabilité de ce mur. Donc un mur de soutènement qui viendrait suite à ce remblai depuis le trottoir et qui nous permettrait, si vous voulez, de garantir la vue, de mettre un garde du corps qu'on a mis sur le flanc
sur la partie littorale, tout en garantissant l'existant. Voilà. Voilà la maquette 3D donc, qui a été facilitée grâce à l'apport du LIDAR et de la connaissance 3D du projet et de son environnement. Et suite à ça, donc, comme on pourrait le voir par la suite, différents simulateurs ont été possibles, que ce soit pour l'éclairage, les ruissellements, la scénographie, etc. Donc ça, c'était pour la phase, si vous voulez, conception. Pour la phase travaux, pardon. Donc là, juste pour rappel, effectivement, il y a eu la création de 4 pôles. Donc, vous voyez la mosquée à Saint-Deux. Donc, tout de suite après, un pôle culturel avec office de tourisme, boutique souvenirs, unité sanitaire. Un pôle restauration, donc stationnement, restaurant, café, rafraîchissement. Un pôle aire de jeu, zone de muscu, jeux géants, table de ping-pong, fontaine et jeux d'eau. Et une dernière partie, un pôle belvédère où il y a une vue extraordinaire sur la mosquée avec toute une plateforme événementielle éphémère, café, unité sanitaire aussi. Très bien. Pour la phase travaux, effectivement, l'apport aussi des solutions géospatiales était indéniable. On dit que 15 milliards de dollars sont perdus dans le monde chaque année par les entreprises à cause du travail répétitif. En effet, une multitude d'intervenants entre maîtrise d'ouvrage, maîtrise d'œuvre, entreprise, sous-traitants, une multitude de conflits à gérer sur chantier, la conformité réglementaire à assurer, un décalage. Nous, on avait un cas particulier parce qu'on était en groupement entre le Maroc et le Canada. Donc, il y avait un décalage horaire entre les membres du groupement et la maîtrise d'ouvrage, d'où la nécessité d'adoption d'une plateforme collaborative, cloud, gérant les accès et les workflows d'approbation des documents. Donc, bien évidemment, en phase travaux, encore une fois, l'apport de la lasergrammétrie et de la photogrammétrie par drone dans le suivi quantitatif et qualitatif était indéniable. Donc, je crois que j'ai encore exactement 3 minutes et vous allez me permettre, avant de conclure, de vous faire vivre une partie de notre projet à travers un montage vidéo qui va durer 3 minutes. Florian, est-ce qu'on arrivera à le faire ? Il n'y a pas le son? Alors, pour le son... Est-ce que ça marche?
a été ouverte. Voilà. Juste à la conclusion, donc effectivement, les solutions géospatiales à travers le LIDAR, la photogrammétrie, la plateforme, surtout la plateforme collaborative qui a permis des échanges et un travail collaboratif à travers le workflow bien maîtrisé, a permis de maîtriser les coûts et les délais. Effectivement, la livraison a été faite à l'intérieur des 18 mois dans le respect des délais. Ça a permis une avancée technologique, donc des outils de pointe pour optimiser la conception, la réalisation et les opérations BIM en processus intégré. Et ça a permis aussi le contrôle de la qualité de la conception jusqu'à la fin des travaux et dans le respect du budget et bien sûr du projet. Donc, je vous remercie de votre attention et je remercie tous les organisateurs de la FGF et de l'Ordre des géomètres experts français pour cette organisation. Et je reste à votre disposition pour toute question ou information complémentaire. Merci Salim pour cette présentation particulièrement intéressante. Et c'est un très beau projet qui a été offert aux habitants de Casablanca. Sur la file de discussion, il n'y a pas eu de questions. Moi, j'en aurais une tout de même. C'est comment se gère ce projet vis-à-vis du domaine public, puisque j'imagine qu'il doit y avoir, il y a le domaine public maritime jusqu'au mur, il y a la ville de Casa qui doit être partie prenante. Est-ce que l'État intervient aussi? Est-ce qu'il y a un partage? Parce qu'au milieu du projet, il y a une voirie importante qui passe. Comment tout ça s'imbrique les uns dans les autres et qui gère cet équipement-là? Alors, oui, la question est particulièrement intéressante parce que là, on rentre dans le vif du sujet et surtout dans l'exploitation future du domaine public. Donc, effectivement, il y a plusieurs… alors, le terrain a une particularité, c'est qu'il avait fait l'objet d'un lotissement tout au départ. Et heureusement, par volonté royale, le projet a été arrêté. Et donc, justement, pour en faire une place publique. Donc, le terrain appartient à une société délégataire du domaine public, en partie à la commune de Casablanca. L'entité qui a géré le projet en termes de maîtrise d'ouvrage délégué, c'est Casa Aménagement, qui est au Maroc ce qu'on appelle une SDL, Société de développement local. Donc, ce sont des sociétés de type SA, de type société anonyme, dans lesquelles l'État est partie prenante et qui gèrent, si vous voulez, avec plus de fluidité, comme une entité privée, si vous voulez. Donc, une fois que le projet était terminé, réceptionné, donc il y a une autre SDL, en fait, qui réceptionne le projet et qui s'appelle Casa BA, ou Casa Environnement. Cette entité est en charge, autant l'autre, la première Casa Aménagement, est en charge de concevoir et de réaliser le projet, autant Casa Environnement est en charge d'exploiter, d'assurer bien sûr le gardiennage, d'assurer l'entretien des espaces verts, l'entretien des espaces d'une manière générale, et le tout bien sûr en cohérence avec d'autres délégataires de services publics comme la LIDEC, qui est une branche de la Lyonnaise des Eaux, qui gère en régie, si vous voulez, tout ce qui est assainissement et tout ce qui est eau potable et tout ce qui est électricité. Donc, chacun, si vous voulez, chaque gestionnaire s'occupe un peu de sa partie et de l'entretien de sa partie. Et le tout, bien sûr, sous la coupe de
de la commune de Casablanca, qui est membre du conseil d'administration de chaque entité et de chaque SDL. Voilà, j'espère que j'ai répondu. Oui, merci. Une question a été posée par Hadassar. Comment le délai d'exécution a été intégré dans l'outil 3D? Alors, comment ça? Je ne comprends pas très bien la question, mais je vais essayer de répondre. Comment le délai d'exécution a été intégré dans l'outil 3D? Ah, très bien. Donc, comment on a géré les délais à travers le BIM, si vous voulez, c'est ça? Oui, je pense que c'est ça, oui. D'accord. Bah, écoutez, effectivement, donc dans les plateformes aujourd'hui, sans les citer, il y a des plateformes qui gèrent le coût et qui gèrent le délai aussi. Donc les plateformes collaboratives, effectivement, c'est des espèces de RP dans la construction et qui permettent, si vous voulez, d'avoir des interactions et de scinder un peu tous les euh, tous les plannings, si vous voulez, des différentes entreprises et de pouvoir les gérer d'une façon tout à fait dématérialisée et tout à fait collaborative entre les différents intervenants. Je pense à BIM 360, entre autres, comme plateforme. Merci. J'ai une autre question de Christian. Savez-vous qu'il y a eu des nécessités d'expropriation pour cause d'utilité publique pour le projet initial de lotissement? Comme cela a-t-il été géré? J'ai bien compris, il y avait un lotissement qui a été, un projet de lotissement qui a été arrêté Voilà. à la demande du roi. Exactement. Donc, c'était un projet initialement, mais c'était en termes de projet. Donc, il n'a pas il n'a pas abouti. Donc, on n'avait pas à l'exproprier vu que le terrain est resté terrain de domaine public. Donc, on n'a pas eu besoin d'expropriation. Le terrain n'a jamais changé si vous voulez, de main. Il n'a pas été privatisé. D'accord. Et une autre question, quel est le rôle du géomètre dans ce genre de projet et pas uniquement en tant qu'expert foncier, nous demande Khalid Youssi. Très bien. Très bonne question, effectivement. Donc, comme je l'ai décrit, c'est vrai qu'on n'a pas géré le projet seulement comme ingénieur géomètre. On n'a pas géré seulement les parties, je dirais, foncières et juridiques, mais nous avons géré surtout des parties techniques. Donc, que ce soit donc, les solutions géospatiales dont j'ai parlé, lasergrammétrie, photogrammétrie, et on a géré toute la partie ingénierie VRD. Donc, vous le savez, comme en France, une bonne partie des géomètres experts font beaucoup de VRD dans leur activité. C'est le cas pour notre cabinet. Ça constitue une partie importante de notre activité. Et nous avons aussi participé à la mise en place de ces solutions, si vous voulez, de collaboration. Donc, on les a mis en place avec nos partenaires canadiens pour pouvoir gérer le projet. Nous avons été d'un grand apport dans ce volet-là aussi. Et c'est une partie plutôt IT. Ça rejoint un peu les systèmes d'information géographique d'une manière générale. Très bien. Merci Salim pour la présentation de ce projet.